Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. C'est devenu une discussion mondiale, l'affaire Epstein, la quantité de gens riches et influents sur tous les continents ou à peu près qui ont connu, frayé avec Epstein. La méthode Epstein pour gagner son influence. Méthode d'ailleurs qui n'est jamais avérée, c'est-à-dire qu'on ne peut que tirer des conclusions, mais jamais hors d'une fois en 2008 où il est reconnu coupable de quelque chose. En aucune autre circonstance, tout ce qu'on découvre ne menait à des enquêtes criminelles qui ont abouti à un procès. C'est-à-dire que tout le monde qui est nommé jamais n'a été inquiété par la justice, sinon peut-être qu'on a posé des questions. Et quand on se met à faire la somme de tout ce qui rend l'affaire exceptionnelle, que tu as l'impression que les meilleurs auteurs de romans d'espionnage, de thrillers, n'arriveraient pas à mettre tout ça dans un roman parce que ça dépasserait l'entendement. À chaque fois qu'on fait ça, on dit, mais est-ce que vous êtes en train de monter un scénario de conspiration? Ben, je dis non, tu n'as pas besoin de monter le scénario de conspiration. Tu n'as qu'à mettre bout à bout tous les éléments et t'es dans une histoire, pour paraphraser l'ancien président français de la République, abracadabrantesque. Quand Trump dit, avec le portrait là, qu'on a, quand Trump dit « moi, je suis complètement blanchi », s'il y a une chose qui est claire de tout, c'est vrai du point de vue de il n'y a pas de document qui, hors de tout doute, démontre que Trump aurait commis un acte criminel. Mais toutes ces photos où on le voit avec Epstein, où il a l'air très à l'aise, des jeunes filles, je veux dire, tu sais, l'image que ça projette, puis les questions que ça soulève. Puis... Évidemment. Et quand tu fais le total du nombre de personnages, Bill Gates, en ce moment, il est dans la choucroute. Et son ex-femme exprime aussi son malaise. À l'époque où elle était mariée, Melinda, je pense, à l'époque où elle était mariée avec lui, explique son malaise. Je pense que c'est hier qu'elle a fait ses premiers commentaires là-dessus, soupçonnant peut-être quelque chose. On découvre, et je vais revenir à Trump, mais on découvre dans les documents des conseils qui était prêt à offrir gratuitement à Epstein pour aider Bill Gates, qui avait apparemment peut-être quelques affaires on the side qui n'étaient pas que sa femme. Alors, probablement qu'Epstein était en ces matières habile et compétent. On ne sait pas si ça s'est rendu. La Fondation Gates dit non, on n'a jamais reçu ça, on n'a pas demandé de conseil. Alors, il y a peu de gens qui ne sont pas touchés. Alors, tu as la frange proche de Trump, Elon Musk, mais je te l'ai dit hier, le plus grand intellectuel de gauche aux États-Unis, Noam Chomsky, qui est vu dans l'avion. Donc, du monde souriant, avec ou pas des femmes à côté d'eux, dans l'avion, à Lille, dans sa maison. La question vraiment embêtante, c'est que cet hôtel particulier de New York dont je te parlais et l'appartement de l'avenue Foch à Paris étaient truffé de micros et de caméras. On le sait, je me rappelle qu'au moment de l'arrestation, de la descente à New York, on découvre l'espèce de centrale où toute l'information est enregistrée, où il y a les serveurs. Ces images-là, si tant est qu'il y en ait eu tournées dans l'hôtel particulier ou dans son appartement, on les a jamais vues. C'est mystérieusement disparu. Parce qu'une des allégations, c'était que il se passait des choses. C'était un peu comme un Lupamar, un bordel, puis il y avait après ça, des documents à charge. Fait qu'il tenait les gens, comme tu disais hier, par la barbichette. Par la barbichette. Pour le moins dire. Ceci étant dit, c'est du monde qui se parle aussi, qui sont pas niaiseux. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se fait poigner une fois, est-ce qu'ils vont se parler entre eux? Tu te dis, hey, attention, là, tu vas pas faire une sauterie chez lui, là, tu vas te retrouver avec des images compromettantes. Donc, tu ne peux pas ne pas poser ces questions, mais en même temps, tu ne peux pas penser que tout le monde ne soupçonnait pas, ne savait pas. Et ce que ça dit, c'est qu'il y a un monde parallèle. Il y a un monde parallèle de gens puissants pour qui les règles ne sont pas toujours parfaitement les mêmes. Dire ça, c'est s'exposer à être un conspirationniste. Je dis, faites la somme de tout ce qui s'est passé. Peut-être que rien n'est lié, que tout ça, c'est de l'anecdote, comme des perles qui s'enfilent pour faire un beau petit collier. Mais là, c'est pas un collier, c'est un méga collier. C'est une guirlande. C'est une guirlande. Merci. Le système, il est en piteux état. Il est pire qu'avant la commission Laurent. Ce qu'on vit actuellement dans le système, là, c'est épouvantable. On a commencé à ouvrir, depuis 2 ans, des unités de 4 ans. C'est rendu qu'on institutionnalise au Québec des enfants de 4 ans, ici à Montréal, à Laval aussi, à Québec. De 4 ans? Qui a pris cette décision-là? Oui, de 4 ans. De 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. On les place dans des petites unités, puis on les met en isolement. On sait déjà qu'il y a des enfants institutionnalisés à partir de 12 ans
vont avoir des séquelles sévères, sont pas capables après de fonctionner dans la société normalement. On leur dit quand se lever, on leur dit quand brosser leurs dents. Mais pire encore, un enfant de 4 ans et un enfant de 5 ans, ça a besoin d'une famille. Ouais. Ça a besoin d'un papa pour se coller le soir et regarder le hockey. Ouais. Ça a besoin d'une maman qui lui flatte le dos la nuit quand il est malade. Ça a besoin d'être humain, de connecter avec quelqu'un. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'humain. Qu'on ait pensé que c'est normal au Québec d'ouvrir des unités de tout petits puis de les corder dans des petites mini-chambres, je peux pas croire qu'on est rendu là. Fait que oui, je me demande, ils sont où les commissaires? Elle est où, Mme Laurent, pour lever la main pour dire « Hey, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants les plus vulnérables? » On est vraiment en train de les institutionnaliser comme on faisait il y a 50 ans au Québec. Oui. Mais cette petite-là de 7 ans, là, qui est décédée aux mains de la belle-mère et de son père, qui a bouleversé. Moi, je suis allé au funérailles, je sais pas si vous êtes allé, là, mais à ce jour, je m'en suis pas remis. Je m'en suis pas remis là, de ce qui s'est passé avec cette petite-là qui est disparue. Là. On ne connaît même pas son vrai nom. Et tout ça pour rien, là. Tout ça pour ça, là. Ça, c'est aberrant qu'on ne connaisse pas son nom. Parce qu'elle, on n'arrête pas de parler d'elle, puis de ce qu'elle a vécu, puis dans les détails. Mais moi, cette petite fille-là, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. C'était une petite fille intelligente, c'était une petite fille épanouie. À la garderie, quand elle était avec sa grand-mère, elle se développait de façon parfaitement normale. À partir de la journée où la DPJ l'a pris, puis l'a mis chez son père, puis chez sa belle-mère qui était très violente avec elle, son état de santé a commencé à se détériorer. Mais il y a des personnes qui ont pris ces décisions-là, puis il y a eu des erreurs à toutes les étapes. Puis ce qui me fâche le plus là, dans toute cette histoire-là, c'est que la grand-mère puis la mère avaient porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Puis ce qu'on disait clairement, c'est que ses droits étaient brimés. Elle a demandé à la Commission des droits de la jeunesse d'intervenir dans le dossier pour ramener cet enfant-là dans le foyer où elle était en sécurité. Puis vous savez ce qu'elle a fait, la CDPDJ? Après 2-3 échanges de courriels avec la direction de la protection de la jeunesse, où on leur a dit « Tout va bien, tout va tout le temps bien ». Bon, on l'a laissé dans sa violence. Elle est morte. Puis quand elle est morte, la CDPDJ a dit « Oh, c'est épouvantable, on va aller enquêter ». Là, ils sont allés enquêter. Ils ont déposé un beau rapport que personne n'a lu, un beau rapport d'enquête. On ne sait pas où il est caché quelque part. Si quelqu'un le trouve, là, je vous dis, là, je vous donne 5 000 $ si vous le trouvez, ce rapport-là qu'on n'a jamais vu. J'aimerais ça le lire. Parce que ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait eu des erreurs à toutes les étapes. Mais à aucun moment, la CDPDJ a avoué qu'elle avait elle-même été impliquée dans ce dossier-là, puis qu'elle avait eu la chance d'y sauver la vie, mais elle l'a pas fait parce qu'elle n'a pas joué son rôle. Moi, je pense qu'on s'en va vers un délestage de nos actifs nationaux. Quand tu vois des Michael Sebio, ils sont rendus. Quand tu vois les gens... Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est parce que la meilleure façon de délester les gens ou de faire un grand vol de nos institutions publiques ou un grand vol de ce qui génère chez nous de la productivité, du talent ou des ressources, c'est de placer un chaos installé, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un riche. On en parlait souvent avant, il y a 3, 4, 5 ans. Qu'est-ce qu'un riche? 75 % des gens gagnent 55 000 $ et moins au Canada. Là, je sais pas, 55 000 $ canadiens, c'est pas beaucoup, là. Non. C'est 75 % du monde. Je pense qu'au Québec, je pense cette statistique-là, mais au final, moi, je pense qu'on va assister à il y a un éclatement. Tu le vois avec les États-Unis, avec Trump, avec ce qui se passe. Quand tu es bon dans ce que tu fais, les gens veulent être avec toi. Quand tu es dans une équipe perdante, malheureusement, j'ai jamais vu des gens se rendre riches dans des économies qui sont difficiles. C'est de plus en plus difficile. Trump, c'est vraiment rendu un syndrome. Là, quand je parle à ma mère ou à mes parents, désolé, maman, ici, je t'aime, maman. Là, oui. Mais je veux dire, tout est de la faute de Trump. S'il neige demain, c'est de sa faute. Puis, peu importe. Mais c'est pas tant Trump. C'est l'idée que quand tu as un territoire comme le Canada, que tu fais plus de bébés, que tu l'occupes pas, que ta productivité est sur le cul, que tu ne dévoies plus rien, que toute ta richesse est dans une maison qui bouge selon... Tu vas te faire avoir. Mais on dirait que cette économie-là, moi, j'étais allé à l'école, j'ai été chanceux, séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, mais au secondaire, on apprenait des cours de géopolitique. Puis on avait des professeurs captivants qui nous expliquaient un peu le monde. Puis on a oublié ça au Québec. On oublie qu'on est... Écoute, c'est drôle. On en parlait récemment avec des amis puis en famille, puis on se disait, il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas. Là, maintenant, on parle du Groenland, mais il a fallu que bien du monde aille voir sur une carte, c'était où le Groenland? Parce qu'il y a bien du monde qui ne savait pas où c'était.
pourquoi est-ce que Trump s'attaque tellement au Canada, alors que c'est la tradition qu'entre le Canada et les États-Unis, il y a toujours une grande amitié, mais en ce moment, Trump focalise sur le Canada. Ben, c'est très simple. Premièrement, la personne qui est à la tête du Canada aujourd'hui, le Premier ministre, Mark Carney, était auparavant directeur de la Banque de Londres. Et Trump cherche à exposer tous les actes de blanchiment d'argent qui passent par le Canada. Il y a, entre autres, Julian Assange qui nous dit que le Parti démocrate américain fait passer beaucoup de son argent, de ses comptes, par le Canada afin de blanchir l'argent pour que les États-Unis ne puissent pas avoir accès à ce que le Parti démocrate fait avec son argent à partir des banques canadiennes. Et à partir de là, toute la corruption est possible. On peut recycler l'argent par tous les moyens possibles et imaginables. On peut financer des actes terroristes. On peut travailler entre le Parti démocrate et tout le groupe Soros. Et on fait ce que l'on veut. Donc, Trump cherche à exposer tout le fonctionnement du Canada afin d'empêcher les démocrates de profiter de cette structure d'État profonde dont ils profitent énormément par le biais des cartels bancaires. Same with the